Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce webinaire et le lancement des bonnes pratiques dans le développement des plans d'adaptation nationaux. Nous avons un panel intéressant aujourd'hui. Je suis Stelios Grafakos, basé en Hongrie, le bureau du pays. Nous allons vous donner un peu de contexte et vous fournir aussi quelques mots de bienvenue. Puis, je vais avoir des collègues qui vont présenter et lancer leur rapport. Juste après, nous aurons des panélistes et experts dans le domaine euh, de la planification des plans d'adaptation qui vont partager leurs expériences euh, du développement de ces plans. L'objectif de ce webinaire est de lancer euh, des conseils par rapport aux bonnes pratiques dans le développement des plans d'adaptation nationaux et de faciliter l'apprentissage entre les praticiens, les experts gouvernementaux qui développent et qui mettent en œuvre les plans. J'espère que vous allez bien profiter, que vous allez trouver ce webinaire fructif. Et j'aimerais maintenant passer la parole à notre premier intervenant, Gabriel Patka du LDC, du groupe de travail et point focal de Sierra Leone. Gabriel, Gabriel, est-ce que vous êtes avec nous? Elle n'est pas encore avec nous. Peut-être que vous pouvez introduire l'ordre du jour. Donc, passons en revue l'ordre du jour. En attendant l'arrivée de Gabriel, comme je disais, nous aurons éventuellement le discours d'ouverture de Gabriel, puis nous aurons les collègues de GG qui vont lancer le rapport, puis les collègues provenant de différentes organisations, y compris deux représentants du gouvernement qui ont mené le plan d'adaptation national dans leur pays, qui vont partager leurs expériences et on espère avoir quelques questions et le temps d'y répondre. Puis nous allons fermer avec donc, des remarques de fermeture et nous allons définir les prochains pas. Je suggère, si Gabriel n'est pas encore avec nous, nous pouvons aller directement dans la présentation et lorsque Gabriel sera avec nous, nous pouvons lui laisser la parole si ça vous convient. Donc, je vais passer la parole à mon collègue euh, GGI, Steven Sangam, qui est économiste avec le département d'économie inclusive et qui est aussi euh, prof. Euh, puis, nous avons Diana Raikin, qui est professeure associée de l'Université de Twente. Shivana, vous avez la parole. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, bienvenue à tous. Merci, Stelios. Je ne sais pas si Stelios a mentionné, mais il y a aussi
le service d'interprétariat en français et en espagnol. Donc, vous avez la possibilité de changer votre langue de préférence et n'hésitez pas à poser vos questions, vos commentaires dans la messagerie. Bienvenue à ce lancement, ce webinaire du lancement de notre rapport sur le développement des plans d'adaptation nationaux. Bien que je présente, euh, euh, en réalité, je représente plus de 20 organisations, 30 personnes qui ont contribué à ce travail. Il y a une liste ici des organisations qui ont participé à ces travaux et certains d'entre eux euh, ont- sont présents. Donc, j'aimerais bien remercier mes collègues pour leur contribution à ce rapport. Donc, pour vous donner un peu de contexte à ce rapport, bien sûr, GGVI est une organisation internationale qui soutient un certain nombre de pays en développant leur banque. Et nous sommes donc une entité qui travaille avec les pays membres provenant particulièrement des pays en voie de développement. Donc, nous avons pensé à créer une ressource qui contient les bonnes pratiques dans le développement des plans d'adaptation nationaux. Et c'est ce qui est présenté ici. Je suppose que tout le monde sait que sur le plan mondial, nous ne sommes pas prêts à atteindre les objectifs fixés. Du point de vue de la recherche, il y a euh, preuve que le plan d'adaptation nationale contribue à l'adaptation. Une des façons d'atteindre l'adaptation, c'est d'avoir la planification euh, de ces plans d'adaptation nationaux. Et certains des travaux qui ont inspiré cette approche que nous avons entrepris dans le contexte de ce rapport sont deux rapports que vous voyez à l'écran. Le premier, il s'agit d'une revue de l'action climatique urbaine. Dans ce rapport, nous avons évalué à peu près 200 plans pour mieux comprendre les défis à la mitigation et à l'adaptation. Puis, nous avons passé en revue 300 plans d'adaptation urbaine qui ont été évalués dans 327 villes. Nous avions deux objectifs principaux. Donc, de présenter les résultats d'une revue mondiale des pans dérivés à partir du cadre de révision PAN, puis le rapport que nous sommes en train de lancer, mise à valoriser et partager les bonnes pratiques relatives au PAN et les thèmes majeurs pour que les pays puissent apprendre et améliorer leur processus PAN. Et donc, nous avons compilé les résultats provenant des pays qui ont ces bonnes pratiques, qui ont démontré des bonnes pratiques. Et nous sommes ici partager cet apprentissage. Le processus de développement de ce rapport est assez long.
Cela a pris un peu plus d'1 an depuis le départ jusqu'où nous sommes aujourd'hui. Et bien sûr, nous avons entrepris des consultations avec divers chercheurs qui sont impliqués dans ce projet. Et la bonne chose avec les ponts, c'est qu'il y a beaucoup de matériaux, beaucoup de ressources provenant du réseau, euh, plus des matériaux supplémentaires provenant de différentes agences et autorités. Donc, il y a beaucoup de littérature qui nous permet d'apprendre ce qui rend efficace un bon pont. Nous avons mené des tests sur les applications des ponts et tout cela est détaillé dans les annexes du rapport. Nous avons donc présenté les analyses lors de la COP 28 Bonn. euh, et aussi nous avons présenté à la consultation à Bonn. Et après 1 an et demi de travail, de consultation, de revue par les pairs, et aussi des interventions du et le cadre CCC de l'ONU, nous avons donc lancé le rapport. Alors, en ce qui concerne le cadre, nous avons ici 7 catégories qui consistent en divers éléments et c'est ce que nous appelons les éléments de bonne pratique. Donc, nous essayons de trouver des, de bons exemples provenant des pans et ce cadre de révision est utilisé comme un outil diagnostic si l'on veut identifier des, de bonnes pratiques. Donc, ce cas peut servir d'un point de départ pour vos plans d'adaptation nationaux. Et comme tout rapport, notre rapport a des termes de référence précises. Donc, il est limité exclusivement aux documents officiels du PAN soumis à l'ONU. Et donc, nous avons mis l'accent très spécifiquement à ces pratiques. C'est limité aux documents PAN. C'est un document essentiel dans le processus de planification. Conclure, avant de passer le micro à Diana, il est important de noter que le cadre ou les éléments du cadre que nous avons ici, ces conseils techniques, il y en a quatre étapes principales et notre approche est alignée avec l'approche de l'EG. Par exemple, l'objectif qui est lié à la participation, donc des éléments participatifs, des éléments de politique, y compris la mise en œuvre, le monitoring, surveillance. Donc, ces éléments sont promus par l'EG. J'aimerais maintenant passer le micro à Diana. Bonjour et bienvenue à l'Université de Twente avec moi et les collègues qui travaillent avec moi, notre partenaire principal dans cette initiative.
Merci à Cheville et Stelios pour l'introduction. C'était une excellente initiative qui a tiré des apprentissages à partir des zones urbaines et que nous sommes actuellement en train d'appliquer au niveau national, que nous espérons qu'il y aura un impact, un plus grand impact et qui sera utile. Donc, je vais plonger dans les résultats qui montrent les bonnes pratiques que nous avons. Premièrement, euh, ici, vous voyez cette catégorie, encore une fois. Donc, en vert, ce sont les objectifs par rapport à la base factuelle, la politique, les objectifs et la mise en œuvre. Ces catégories, principalement, sont couvertes assez bien. La partie participation, monitoring et évaluation euh, se trouve au niveau intermédiaire par rapport à le niveau de pratique. Et puis la partie financière, le plus souvent, cette catégorie est le moins développée, ce qui veut dire que le banc ouvre 38% des questions que nous cherchons dans la partie finance et que nous trouvons qui sont importants pour de bonnes pratiques et la mise en œuvre du PAN. Si nous prenons en compte la finance en particulier, seulement 6% en action, seulement 60% détaillés prenant en compte le coût d'action d'adaptation et seulement 30% ont pris en compte les mécanismes innovatifs pour financer les stratégies. Et juste une remarque générale. Toutes ces catégories ont été données une attention égale et toutes ces catégories devront être alignées et intégrées dans le contexte des besoins de priorité de chaque pays. Alors, maintenant, pour aller plus loin dans la catégorie du financement, ici, c'est la catégorie où les pays ont un grand nombre de questions et nous pouvons fournir du soutien et partager les bonnes pratiques parce que c'est nécessaire. Vous pouvez voir dans cette catégorie de financement, il y a 6 points que nous avons vérifiés. Les prix d'action d'adaptation, les prix des inactions, les lacunes financières, les sources potentielles de financement, les stratégies pour la mobilisation des finances et un système de suivi des financements. Nous avons évalué ces points et nous avons identifié Burkina Faso. C'est un pays qui a vraiment détaillé tous ces points. Ils ont montré dans leur document, s'il n'y a pas d'action, cela va traduire dans une perte de 55 milliards de dollars en 2050. Alors, ceci est un appel pour faire de l'action, pour faire quelque chose. En Arménie, ils ont un cadre, en fait, de financement pour la mise en œuvre d'adaptation de ces plans. Et ils ont pris en compte le secteur privé, ils ont utilisé des ressources humaines, financières et techniques pour mobiliser le secteur privé. En Papua-Nouvelle-Guinée, en ce qui concerne leur stratégie, ils ont créé, en fait, ils sont en train de créer des moyens, comment
accéder au fonds vert. C'est une collaboration avec la Banque mondiale. C'est une source de fonds. En ce qui concerne la participation, nous avons vérifié la participation des parties prenantes. Nous avons regardé la participation des comités de pilotage, la participation en fait des deux sexes, les représentants des groupes vulnérables et les communautés, la participation en fait des organisations des jeunes et aussi l'intégration des connaissances traditionnelles. Nous avons identifié en Fidji, il existe un comité de pilotage qui partage l'expertise technique ciblée aux besoins de toutes les parties prenantes. Et en Afrique du Sud, le système très innovatif, comment les représentants, les jeunes, répondre à des besoins des familles avec des femmes et des enfants à la tête. En ce qui concerne l'évaluation et la surveillance, nous avons vérifié les objectifs. Est-ce qu'il existait en fait une chronologie pour inclure tous les différents groupes dans la société? Nous avons identifié le Togo, un pays qui a partagé comment utiliser la surveillance et l'évaluation de moyens très solides. Ils ont, ils ont, ils ont identifié des étapes très détaillées, comment ils surveillent et ils évaluent chaque élément. Alors, c'est une très bonne pratique. Maintenant, nous pouvons continuer. En ce qui concerne les objectifs, nous avons noté dans d'autres rapports que c'est souligné qu'il existe une vision qui inclut l'intégration à l'adaptation au climat. Ils incluent aussi des objectifs quantitatifs relatifs à l'adaptation et s'il inclut aussi des buts, des objectifs concrets pour répondre à des impacts ou des risques spécifiques. Alors, est-ce qu'ils ont inclus vraiment une bonne vision pour partager le marche à suivre et comment représenter en avenir l'avenir? Au Pérou, ils ont intégré ces objectifs dans le politique. Ils ont présenté les pourcentages pour représenter leurs objectifs. Diana, est-ce que vous pouvez conclure? En plus, il y a des bonnes pratiques très similaires dans d'autres éléments. Nous pouvons pas pour la mise en œuvre, Timor-Leste, Bangladesh et Cap-Vert. Et en plus, il y a une petite boîte à la fin de chaque page. Vous pouvez voir des bonnes pratiques. Voilà, c'est une vue ensemble de tous les résultats à travers toutes les catégories. Ici, nous montrons des pays qui ont des bonnes pratiques dans chaque catégorie que nous avons déjà présentées. Alors, pour conclure, je vous montre des lacunes, les plus grosses lacunes dans le domaine de finances. Les pays peuvent faire du progrès s'ils prennent en compte en fait des coûts des inactions. Dans la catégorie de la surveillance et évaluation, ils peuvent en fait renforcer la stratégie avec l'intégration des deux sexes. En ce qui concerne la mise en œuvre, nous avons vu comme des pays et les autorités peuvent travailler avec le mandat national dans la catégorie des objectifs. Si les pays ont des objectifs quantitatifs, ça marche très bien.
Dans la catégorie de la politique, la désagrégation régionale marche très bien. Alors, pour continuer, une sommaire des recommandations principales. Ce que nous avons montré, nous espérons que ceci peut soutenir en fait les plans nationaux d'adaptation d'autres pays. Nous espérons que cette information peut améliorer le processus de la révision de ces plans d'adaptation pour investir dans les habiletés, la connaissance et pour renforcer la capacité. Dans la catégorie de finances, nous suggérons d'inclure une évaluation financière dans le processus entier. En plus, il faut inclure des partenariats avec des instituts, par exemple des universitaires, pour travailler avec des groupes techniques et aussi établir une stratégie avec le ministère des Finances. Dans la section de participation, il faut créer une stratégie de participation et prendre en compte tout le gouvernement et toute la société dans ce développement. Voilà, maintenant, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Diana. Voilà le code. Si vous voulez accéder au rapport, vous pouvez mettre vos questions dans le chat box. Alors, Gabriel Kapka est avec nous, l'expert qui est le président du groupe. Gabriel, vous avez la parole pour... Gabriel, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'excuse, mais je vais commencer. C'est un plaisir d'être invité, d'être là ici aujourd'hui. Nous apprécions la collaboration avec ces groupes pour soutenir ces plans, ces pays. Alors, l'EGBOS a été établi en 2001 et un de nos mandats, c'est soutenir les pays moins avancés et assurer qu'ils formulent des plans d'action pour les aider. C'est très important aussi d'inclure dans d'autres domaines. Nous avons aussi des mandats de conventions différentes. Nous travaillons avec les pays moins avancés. Nous faisons stock de tous les besoins en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique. Nous provenons aussi des lignes directrices pour aider ces pays. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui, d'écouter à ces présentations avec beaucoup d'informations. Et en plus, j'ai hâte de travailler avec vous dans l'avenir. C'est très important de prendre en compte toutes les lacunes qui existent en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique. Très important quand nous avons ces résultats. C'est très important de comment nous pouvons répondre aux besoins. Donc, merci beaucoup pour cette opportunité pour souligner les besoins des pays moins avancés. Et le personnel a déjà commencé à mettre en œuvre ces priorités dans leur PNA. Et vous avez appris de ces informations. En plus, ce sont des programmes un peu flexibles pour utiliser. Donc, quelques points à souligner. Il faut fournir du soutien à ces pays moins avancés dans leur PNA. C'est un problème clé, mais
ils ont ce problème qui existe depuis un moment. Si vous regardez, vérifiez dans des nappes, des PNA, ils ont identifié des lacunes, des des secteurs et comment ils peuvent en fait inclure des programmes différents pour aligner à des secteurs différents. Alors, quelqu'un groupe, en fait, ont pris en compte le coût, en fait. C'est très important, en fait, pour améliorer ces plans pour des pays qui ont des problèmes à faire du progrès. Donc, maintenant, il faut prendre en compte tous ces pays qui ont déjà leur PNA pour appliquer cette approche. Nous avons aussi découvert que les pays moins avancés, ils ont déjà le plan d'adaptation, mais ils ont toujours besoin, en fait, du soutien. Mais maintenant, il faut qu'ils adaptent ces plans à la situation de leur pays individuel. Et il faut en fait que ces pays accèdent aux fonds importants. Mais il faut être sûr que ces plans sont flexibles et que le processus d'approbation devrait être plus court. Et du côté legs, il faut aussi prendre en compte toutes les parties prenantes dans cette mise en œuvre, identifier des lacunes, comprendre le processus et pour prendre en compte toutes les bonnes pratiques. Très important de travailler avec partenaires, des agences et d'autres autorités. Nous travaillons avec des pays pour savoir où ils ont ces plans pour les aider à développer les plans et les mettre en œuvre. Dans cet égard, de côté LEG, nous continuons à soutenir ces pays moins avancés et répondre à leurs besoins. Alors, je vais parler de quelques activités en cours, quelques projets qui est en cours, qui on appelle en fait les plans que comment les pays peuvent utiliser le plan. Cette initiative en 2022 prend en compte les lacunes que nous avons identifiées des pays différents et nous allons continuer cette collaboration. En plus, nous donnons du soutien direct au pays. Donc, c'est quelque chose que nous allons vérifier pour voir comment nous pouvons collaborer dans ce domaine. En plus, nous soutenons des pays ici pour les pays pour mobiliser des fonds dans cet égard. Alors, à travers nos dialogues habituels avec des pays, nous identifions des lacunes et des défis. Et en plus, nous facilitons l'apprentissage par les pairs. Et en plus, ils peuvent aussi, avec ce processus, renforcer le plan. Nous essayons aussi de produire des documents de financement pour ces pays moins avancés. Nous essayons maintenant, pour la plupart de ces pays, ils ont des experts pour les aider dans le projet dans les pays différents. Sur notre site, nous avons listé
les expats. Comme ça, ils ont ces experts qui peuvent partager leur expertise dans des domaines différents, dans le domaine de finance. Donc, si vous avez besoin d'un expert, vous pouvez aller sur notre site et utiliser le site des experts. Nous savons que les données très importantes, c'est très important pour faire disponible des données, des statistiques sur notre site. Donc, c'est très important qu'ils aient accès aux données. Alors, pour conclure, ce programme est très important aujourd'hui. Nous essayons aussi de mettre à jour nos plans d'adaptation pour inclure les bonnes pratiques. Comme ça, elles peuvent refléter les priorités des pays pour prendre en compte le cadre mondial et prendre en compte aussi les bonnes pratiques. Merci beaucoup. Encore une fois, nous sommes très contents d'être ici, d'engager avec vous et de continuer à fournir du soutien à des pays moins avancés et continuer à collaborer avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gabriel, pour partager vos expériences du groupe LEG. Nous sommes un peu en retard par rapport à notre ordre du jour, donc nous allons procéder. Passons maintenant à Papouasie-Guinée, la Nouvelle-Guinée. Nous avons notre collègue de l'autorité du changement climatique à Nouvelle-Guinée. J'aimerais signaler que Jacob a dirigé le processus dans son pays, donc il est bien placé pour nous en parler. Maintenant que la Nouvelle-Guinée est en phase de mise en œuvre, quels ont été les euh, plus grands défis euh, de traduire les conseils dans l'action? Est-ce que vous avez des conseils? Vous avez euh, publié votre plan à vous, d'accord? Merci beaucoup, Stelios, et excellent après-midi à vous tous qui êtes présents. Merci pour cette opportunité de partager avec vous ce que nous avons euh, effectué en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous avons lancé notre plan d'adaptation nationale l'année dernière qui a été endossé par le Conseil euh, exécutif et nous avons lancé donc notre feuille de route pour l'action climatique Nouvelle-Guinée. Et donc, nous savons que tous les autres plans vont s'aligner avec ce plan d'adaptation nationale. Nous sommes un grand pays îlien et nous avons d'énormes défis climatiques. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon pays, cela se trouve près de l'Australie. Une partie appartient à l'Indonésie. Nous nous trouvons de l'autre côté. Donc, nous avons euh, des montagnes, des atolls, des communautés dispersées à travers la géographie. Donc, les défis que nous affrontons en termes de changement climatique sont assez divers. Nous avons 22 provinces et à peu près 400 dans chaque province. Et donc, l'autorité de développement a un énorme défi. Nous avons été créés en 2009 à travers un acte du Parlement
Et donc, le département de changement climatique, la division du changement climatique que je dirige, travaille dans le domaine, de tous les domaines alignés au changement climatique. Nous avons ratifié l'accord de Paris à travers notre Parlement. Donc, il nous appartient de mettre en œuvre les articles de l'accord de Paris. L'article 7.9 nous appelle à introduire des politiques et des initiatives provenant du plan d'adaptation nationale. Et nous avons trois objectifs parce que le changement climatique est le problème de tout un chacun dans tous les pays. Donc, notre premier objectif était de collaborer, coordonner avec toutes les parties prenantes, non seulement le gouvernement, donc le gouvernement, le secteur privé, ils ont tous fait partie du processus euh, de planification que nous avons lancé dans l'année dernière. Le deuxième objectif était d'intégrer dans tous les secteurs à travers les différents niveaux du gouvernement, donc le gouvernement central, dit le gouvernement provincial, pour pouvoir faire en sorte que les politiques centrales soient intégrées. C'est la clé de la réussite. Donc, nous avons euh, laissé la partie mise en œuvre par l'expertise technique. Nous avons quatre secteurs dans la première phase, donc le transport, les autoroutes, l'agriculture, et ce sont des secteurs clés auxquels nous sommes très intéressés. Pourquoi? Parce que ce sont les secteurs qui consomment la plus grande partie de notre budget. Donc, nous avons décidé de les choisir pour qu'on puisse introduire l'aspect climatique dans le processus de planification, parce que cela nous coûte énormément. Donc, il était important pour nous de mettre l'accent sur ces secteurs. Donc, nous avons appris euh, tout particulièrement euh, dans ces secteurs-là. Alors, la grande question qui se pose, c'est cette question de financement. Comment pouvons-nous financer les accents? Parce qu'il faut changer notre approche. Il faut euh, prendre en compte l'élément climatique dans les finances et où est-ce que nous allons puiser ces finances. Donc, nous prenons en compte trois options: un budget national du gouvernement, donc c'est une option. L'autre, c'est l'autre nous vient de nos partenaires financiers. Puis nous avons euh, notre propre source de financement provenant des provinces. Donc, ce sont les trois objectifs. Pensons que ces choix de financement sont très importants dans les 22 provinces, dans les communautés, dans les zones rurales. Il est très important pour nous de trouver une façon
euh, d'équilibrer le budget et de faire en sorte que le budget arrive à toucher ces personnes. Donc, lorsque nous avons lancé notre plan d'adaptation nationale que j'ai entre mes mains, cela se trouve en ligne, euh, le plan d'adaptation nationale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous avons fait des soumissions pour trouver de nouvelles sources de financement pour établir un fonds, un fonds spécial pour financer l'action climatique. Et si vous pouvez conclure, parce que je sais que vous faites des points très intéressants, mais il nous reste très peu de temps et nous devons passer à l'autre intervenant. Donc, oui, merci. Merci beaucoup. Donc, le grand point pour nous, c'est ce que nous appelons les plans d'adaptation provinciale. Donc, nous passons de province à province parce que nous ne pouvons pas adopter une politique dans toutes les provinces. Il faut vraiment faire du sur-mesure. Donc, nous avons un plan d'adaptation spécifique à chaque province parce que certaines provinces sont côtières, d'autres sont montagnères. Donc, il faut vraiment faire du sur-mesure en ce qui concerne l'adaptation climatique. Merci beaucoup de votre attention et j'aimerais bien répondre à vos questions à la fin. Merci beaucoup, Jacob Equinier de la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'avoir présenté votre plan national d'adaptation. Euh, Passons maintenant à l'Éthiopie. Nous avons Mohamed Doche, qui est le directeur du secrétariat pour le changement climatique. Mohamed Antoche est la personne qui a mené le processus de développement de ce plan d'adaptation national en Éthiopie. Si vous pouvez respecter le temps, 5 à 7 minutes maximum, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, merci. Très bien. Merci beaucoup. Et bonsoir. Je pense qu'en termes de mon pays, en Éthiopie, nous avons lancé notre plan d'adaptation national en 2017 et nous avons soumis ce plan au CCNUC en 2019 et notre stratégie, c'était de traiter donc l'intégration de la planification au changement climatique. C'est nécessaire. C'est nécessaire dans le domaine du développement, c'est nécessaire dans les programmes, dans les politiques et dans les activités. Et nous avons donc mis l'accent sur ces activités qui comprennent toutes les actions climatiques à terme, moyen terme et à long terme. Pour avoir cette vulnérabilité spécialement, nous avons inclus des perspectives du genre et nous avons aussi inclus des feuilles de route pour les secteurs prioritaires comme l'agriculture, la forêt, l'énergie, l'eau, le transport, l'industrie. Ce sont les secteurs les plus vulnérables qui ont été identifiés par les banques. Donc, il y a des
conseils, des conseils pour, ainsi que la feuille de route pour le plan national, plan d'adaptation national. Et nous avons aussi des systèmes adaptifs. Par exemple, nous mettons en œuvre donc la mobilisation de ressources au sein du plan, surtout lorsque nous avons mis en place donc un plan d'adaptation nationale. Nous avons identifié les stratégies, les priorités qui nous a permis de concentrer nos efforts sur les priorités. Comme je l'ai mentionné auparavant, il y a des secteurs qui sont prioritaires, pour les secteurs les plus vulnérables. Il faut avoir une certaine capacité pour traiter ces domaines. L'autre point que je voulais souligner, c'est la gestion du savoir. La plupart des défis sont, nous proviennent du manque de capacité. Comment est-ce que nous communiquons? Comment est-ce que nous améliorons la gestion du savoir? Parce que cela est tout à fait nécessaire. Donc, nous travaillons là-dessus. Nous nous mobilisons pour avoir accès à plus de ressources. Une des stratégies prioritaires en termes de mobilisation de ressources, c'est que, et Gabriel a déjà identifié, c'est qu'il y a une lacune et il y a des besoins dans les pays en voie de développement et dans les pays les moins développés. Donc, il faut pouvoir reconnaître reconnaître les vulnérabilités. Et donc, il faut avoir une diversification des moyens de subsistance qui nécessite la mobilisation de ressources. Le dernier point, c'est comment est-ce que nous intégrons la recherche dans le domaine de l'adaptation climatique. C'est ce que nous avons essayé en tant qu'autorité nationale. Nous travaillons de sort avec les universités sur la technologie, sur l'engagement. Nous 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 engageons avec l'université dans la recherche. Je pense aussi que lorsque nous engageons le processus de mise à jour des, des CDN, nous savons que la vulnérabilité est assez haute, donc il nous faut des interventions stratégiques pour y faire face. Je pense qu'il est très important pour nous. euh, Sinon, on peut avoir des stratégies de développement. Merci beaucoup, Mohamed. Merci pour cette présentation et d'avoir identifié les défis principaux. Vous avez parlé notamment de la gestion du savoir. Passons maintenant au prochain intervenant. Le prochain
experts viennent de l'Institut du développement durable. Elle est conseillère qui est spécialiste dans les égalités des sexes et leur interaction avec le changement climatique. Aurélie, une question. Il y a des programmes qui prennent en compte des approches inclusives des sexes. Selon la revue, 57% de participation a été inclus. Étant donné votre expérience sur le terrain, comment nous pouvons améliorer ce processus, y compris la participation des deux sexes? Merci beaucoup pour l'introduction. Avant de répondre à la question, je vais commencer. Ça a commencé il y a 10 ans. Donc, nous soutenons 60 pays. Alors, étant compris les informations, et la participation devrait être inclusive. Si ça inclut pas les groupes vulnérables ou de tous les sexes, c'est très important d'inclure la diversité. Deuxièmement, il faut soutenir la participation, pas parce que vous êtes dans un comité, vous pouvez influencer la participation. Pour prendre en compte ces processus, c'est très important. Nous travaillons avec des organisations et des leaders pour améliorer ce processus et quels éléments il faut inclure dans les plans. Il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné. La participation des experts sur le sexe est très important. Pour prendre en compte ces problèmes des sexes, il faut prendre en compte les experts des universités. Il faut prendre en compte ces éléments clés est inclus dans le document et dans la présentation et dans l'évaluation. Alors, je vais continuer et répondre à la deuxième partie de la question. Si vous voulez avoir une réponse, malheureusement, nous avons perdu Aurélie. Mes collègues, est-ce que Aurélie est toujours présente en ligne? Non, non, elle n'est pas là. C'était très intéressant ce qu'elle disait sur la participation des sexes. C'est dommage qu'elle n'est plus là. Je vais suggérer si nous pouvons continuer. Le prochain panéliste, Dogmar Var de GEZ. Il a de l'expérience extensive aussi dans le changement climatique et les sexes. Elle a développé une guide et des boîtes à outils et elle a mené des formations sur le renforcement des capacités. Elle a de l'expérience, elle a travaillé avec des communautés et comment avancer l'équité des sexes en ce qui concerne l'agriculture.
une question. Quels sont les défis? Comment on traduit les nappes dans le secteur agriculture, surtout avec les communautés les plus vulnérables? Pas Aurélie. Iris, à vous, vous avez la parole. Merci beaucoup, Stelios. Je pense que le grand défi est comment traduire les plans dans le secteur d'agriculture. Ce n'est pas différent des autres défis, mais il y a des éléments particuliers. Alors, quelques défis que j'ai trouvés sont en fait similaires dans le rapport GGI que Diana a présenté. Nous pouvons pas, je vais souligner ces défis. Dans la plupart des pays, le problème, c'est un manque de données. Donc, c'est très difficile de mettre en œuvre des analyses effectives du changement climatique. Comme ça, c'est le point de départ de n'importe quel rapport. C'est le manque d'informations et encore pire dans la communauté. Nous avons des problèmes au niveau national et encore pire au niveau local. Et donc, c'est très difficile de faire des analyses. Deuxième point, c'est l'engagement avec des parties prenantes. Tout le monde sait que les PNA sont développés au niveau national et il n'y a pas assez de contributions des parties prenantes locales parce que nous avons besoin de beaucoup de ressources et du temps et de l'argent aussi de les inclure. Donc, les fermiers et les membres de communauté, ils participent pas dans le processus. Les projets sont pas toujours alignés dans les besoins et les priorités des communautés. Un troisième point, c'est la lacune très grande entre les services d'extension et la recherche. D'une moins, nous avons la recherche avec les bonnes pratiques et la technologie, mais dans mon expérience, ces services d'extension ne sont pas possible de relever le défi ou les obstacles ou la structure numérique. Donc, les pratiques, souvent, elles ne sont pas adoptées dans ces communautés. Le quatrième défi, il faut une approche multisectorielle. Donc, il faut inclure le développement rural, par exemple, et quelquefois, la coordination parmi les ministères différents est très difficile et souvent, cela mène à des alignements, des projets dans ces communautés. Comme ça, il y a plus d'informations. Donc, les communautés qui soutiennent les partis politiques qui ont plus d'influence et pas nécessairement les plus vulnérables. Alors, encore un défi, les PNA identifient des besoins sans, sans les fonds nécessaires. Donc, la plupart des fonds, des mécanismes de fonds, par exemple, le fonds climat, c'est très compliqué, très complexe pour accéder à ces fonds. Le besoin aussi donner de l'information, de la surveillance, de l'évaluation est très difficile pour ces communautés. Alors, je vais conclure ici. Oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour identifier les obstacles quand vous travaillez avec les petits fermiers dans les communautés. Oui, c'est vrai que nous avons identifié
ces obstacles dans le rapport et c'est très bien que vous avez confirmé ces résultats selon votre travail. Alors, nous allons continuer. Un expert dans la biodiversité. Alors, travaille dans le Sud Caucase avec le GIZ. Une question. Étant donné votre expérience dans la gestion de la biodiversité et dans la Géorgie, le travail que vous avez fait, dans quel moyen le développement communauté, comment nous pouvons améliorer ce processus de nappe? À vous, Hans. Merci beaucoup, Stelios. Une petite correction, je travaille dans le département d'opération de GIZ dans le Sud Caucase depuis 2021. Maintenant, je suis un expert de planification au siège. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter, vous et vos collègues. Je l'ai lu et je suis convaincue que je vais utiliser ce rapport dans mon travail quand je conseille des représentants des pays différents. Alors, votre question. Est-ce qu'une coopération régionale peut améliorer le processus de PNA? La réponse simple, ça dépend. Alors, les groupes régionaux, ils ont du pouvoir différent, des objectifs différents. Et la constitution de ces organisations peuvent être très fortes, peuvent être faibles. Si un groupe régional existe et s'ils ont assez de pouvoir, beaucoup de pouvoir, ils ont un agenda qui soutient le changement climatique. Oui, c'est très important, très intéressant de les inclure. La rationale est claire. Les catastrophes naturelles ne connaissent pas les frontières. Donc, le système, en fait, les rivières dépassent des frontières. Les écosystèmes, les services aux écosystèmes traversent les frontières. Pas juste un pays, mais plusieurs pays très souvent. Et l'impact du changement climatique peut causer la migration transfrontalière. Et c'est un impact que nous ne voulons pas voir. Et c'est nécessaire de prendre en compte la coopération régionale dans ce cas. Je vous donne un exemple. Nous travaillons ensemble avec des aides et d'autres experts pour voir comment arrêter l'érosion, contrôler l'érosion dans les montagnes pour arrêter les inondations, les glissements du terrain, pour en fait sauvegarder les bassins d'eau. Alors, nous avons discuté de le contrôle d'érosion, nous avons identifié ces moyens. Nous pouvons travailler avec un ingénieur pour, dans cette coopération régionale. Peut-être je peux en fait répondre à toutes les catégories, mais je donne un exemple. Il existe des limitations, des limites. J'ai observé ce réflexe de ces personnes qui sont très sceptiques à l'égard international. Il faut aussi admettre que la coopération régionale ajoute de la complexité au développement de PNA, demande un degré en fait important, élevé. Selon mon expérience, les plans, les PNA, la coopération régionale peut vraiment améliorer ce processus si il y a un groupe qui a un mandat très
clair et du pouvoir normatif. Le deuxième aspect, il faut vraiment des championnats de PNE, les personnes qui ont cette compassion, qui voient de la valeur dans cette intégration, à mon avis, selon mon expérience. Et troisièmement et dernièrement, la coopération régionale, il faut identifier quelques services régionaux, les défis qui peuvent en fait améliorer ce processus pour ajouter de la valeur claire. Alors, avec ces trois conditions, pour répondre à votre question, je vais dire oui et peut-être vous pouvez ajouter une dimension numéro 8 ou une attente numéro 8 à votre rapport. Ça sera la coopération régionale. Merci beaucoup, Hans, pour votre intervention. C'est un point très important, très intéressant, cette coopération régionale. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer. Nous avons le dernier intervenant, dernier présentateur, Bart van der Koot. Bart est le directeur scientifique. Il est professeur de l'Université libre de Amsterdam. Il est leader, en fait, pour le rapport de IPPC numéro 6, le coprésident du groupe de travail pour le rapport numéro 7. Bart, comme vous avez entendu, il existe beaucoup de défis. Donc, nous sommes très contentes d'avoir votre participation, votre question. Quel rôle est-ce que le IPPC joue pour améliorer le processus des plans et comment le IPCC peut améliorer ce processus d'adaptation? Merci beaucoup pour votre introduction. Je pense que le IPCC est au courant, écoute ce type de session. C'est vrai que c'est un vrai défi d'arriver à la mise en œuvre, de soulever tous les obstacles de finance et de coopération. Comme je notais, le représentant d'Éthiopie, c'est pas très facile d'inclure de la recherche. Vous savez bien qu'il y a un an, nous avons commencé il y a un an de ce processus et le bureau du PCC a formulé les ambitions dans le domaine de la mise en œuvre. Nous avons commencé les discussions parce que nous relevions des obstacles très pratiques. Alors, si nous regardons à ce mandat de changement climatique, le climat est lié à plusieurs éléments et c'est très nécessaire d'avoir le développement durable. C'est très important d'inclure les situations géopolitiques qui changent en fait les perspectives. Alors, nous avons un programme pour en fait présenter un rapport spécial aux villes. Vous pouvez voir que nous avons dédié un chapitre qui est appelé comment pousser la mise en œuvre du changement climatique. C'est un essai systématique. C'est très nécessaire pour lever de la tension. Alors, si nous regardons l'étendue du projet, à la fin de cette année, je crois que nous aurons une réunion à Kuala Lumpur. Il y en a parmi entre vous qui peut-être vont participer. Très important
que nous recevrons des contributions des groupes différents, nous allons organiser en fait un webinaire peut-être à la fin d'octobre pour inviter toutes les personnes qui ont été nominées mais pas sélectionnées. C'est une plateforme où vous pouvez partager toutes vos idées. Nous allons aussi organiser un sondage. Vous pouvez distribuer ce sondage. Nous voulons aussi recevoir vos contributions. Ce groupe est engagé euh, pour voir le succès de tous les plans nationaux d'adaptation. Comme Diana a dit, présenter ce rapport. Très bon exemple. Et j'espère que cette réunion va présenter cette évaluation sur les plans nationaux d'adaptation. C'est très important pour nous. Alors, nous avons aussi une mise à jour en ce qui concerne depuis 1994. Dans cette réunion, nous allons en fait revoir ce document. Le monde a beaucoup changé depuis 1994. Je ne pense pas que c'est juste une mise à jour. Je pense qu'il faut refaire tout ce document comme le monde a changé. Nous allons aussi prendre en compte toutes les lignes directrices qui ont été développées. Mais en plus, je vais dire, c'est un défi interne de l'IPCC, c'est l'alignement. Il faut garder un mandat scientifique avec des données. C'est vraiment, nous ne sommes pas là pour donner des conseils. Il faut avoir des statistiques. Il faut avoir une séparation avec l'IPCC. Nous sommes très clairs qu'il y a des intérêts mutuels. Nous sommes là pour écrire un rapport avec des actions, vraiment avec un focus sur les actions et prendre en compte la mise en œuvre. Pas assez d'écrire les objectifs, mais il faut regarder les barrières, les obstacles. Il faut être général, applicable, mais aussi les personnes dans le terrain, dans ce domaine, comme IRS, peuvent en fait voir l'information dans le rapport pour voir elles-mêmes. Donc, nous espérons utiliser les produits, les nouveaux produits. Nous avons aussi un chapitre avec une galerie des études de cas que vous pouvez vérifier. Ce n'est pas possible de les faire pays par pays comme vous avez fait, mais j'espère que ce rapport peut vous inspirer. Alors, je vais arrêter là. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup, Bart. C'était très sympa de voir le rôle du GIEC et de voir que c'était assez centré sur l'action pour les prochains rapports d'évaluation. Et comme vous avez mentionné, tout cela est bien aligné euh, entre les rôles du GIEC et ainsi que le rôle du CCNUC. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des cas d'études du terrain. Merci encore pour votre intervention. Et c'était donc notre dernier intervenant. Nous savons qu'il y a des questions en ligne et merci à nos collègues qui ont répondu à toutes les questions en fait dans la messagerie. Je voulais dire que ce webinaire est vraiment un point de départ pour les discussions. Nous allons prendre contact avec vous par la suite
Nous vous signalons que vous pouvez accéder au rapport en ligne et nous serons ravis d'avoir votre feedback au rapport une fois que vous ayez pris connaissance euh, de ce rapport. Donc, nous savons que cela va être tout à fait pertinent. Donc, sur ce point, j'aimerais remercier tous les experts, tous les panélistes d'avoir participé et bien sûr, vous, les participants, merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir et merci. Merci beaucoup.